Germinal par Émile Zola. Partie 4 du livre audio. Chapitre 4 de la seconde partie du roman. Lorsque Maheu rentra, après avoir laissé Étienne chez Rasseneur, il trouva Catherine, Zacharie et Jeanlin attablés, qui achevaient leur soupe. Au retour de la fosse, on avait si faim qu'on mangeait dans ses vêtements humides, avant même de se débarbouiller. Et personne ne s'attendait, la table restait mise du matin au soir, toujours il y en avait un là, avalant sa portion, au hasard des exigences du travail. Dès la porte, Maheu aperçut les provisions. Il ne dit rien, mais son visage inquiet s'éclaira. Toute la matinée, le vide du buffet, la maison sans café et sans beurre, l'avait tracassé. Lui était revenu en élancement douloureux, pendant qu'il tapait à la veine, suffoqué au fond de la taille. Comment la femme aurait-elle fait? Et qu'allait-on devenir si elle était rentrée les mains vides? Puis, voilà qu'il y avait de tout. Elle lui conterait ça plus tard. Il riait d'aise. Déjà Catherine et Jeanlin s'étaient levés, prenant leur café debout, tandis que Zacharie, mal rempli par sa soupe, se coupait une large tartine de pain qu'il couvrait de beurre. Il voyait bien le fromage de cochon sur une assiette, mais il n'y touchait pas, la viande était pour le père, quand il y en avait que pour un. Tous venaient de faire descendre leur soupe d'une grande lampée d'eau fraîche, la bonne boisson claire des fins de quinzaine. « Je n'ai pas de bière », dit la Maheude lorsque le père se fut attablé à son tour. « J'ai voulu garder un peu d'argent, mais si tu en désires, la petite peut courir en prendre une pinte. » Il la regardait, épanoui. Comment? Elle avait aussi de l'argent? « Non, non, dit-il, j'ai bu une chope, ça va bien. » Et Maheu se mit à engloutir, par lentes cuillerées, la pâtée de pain, de pommes de terre, de poireaux et d'oseille, enfêtés dans la jatte qui lui servait d'assiette. La Maheude, sans lâcher Estelle, aidait Alzire à ce qu'il ne manquât de rien, poussait près de lui le beurre et la charcuterie, remettait au feu son café pour qu'il fût bien chaud. Cependant, à côté du feu, le lavage commençait, dans une moitié de tonneau transformée en baquet. Catherine, qui passait la première, l'avait emplie d'eau tiède, et elle se déshabillait tranquillement, ôtait son béguin, sa veste, sa culotte, jusqu'à sa chemise, habituée à cela depuis l'âge de 8 ans, ayant grandi sans y voir du mal. Elle se tourna seulement, le ventre au feu, puis se frotta vigoureusement avec du savon noir. Personne ne la regardait. Lénore et Henri eux-mêmes n'avaient plus la curiosité de voir comment elle était faite. Quand elle fut propre, elle monta toute nue l'escalier, laissant sa chemise mouillée et ses autres vêtements en tas sur le carreau. Mais une querelle éclatait entre les deux frères. Jeanlin s'était hâté de sauter dans le baquet, sous le prétexte que Zacharie mangeait encore. Et celui-ci le bousculait, réclamait son tour, criait que s'il était assez gentil pour permettre à Catherine de se tremper d'abord, il ne voulait pas avoir la rinçure des galopins, d'autant plus que, lorsque celui-ci avait passé dans l'eau, on pouvait en remplir les encriers de l'école. Ils finirent par se laver ensemble, tourner également vers le feu, et ils s'entraidèrent même, ils se frottèrent le dos. Puis, comme leur sœur, ils disparurent dans l'escalier, tout nus. « En font-ils un gâchis ?» murmurait la Maheude en prenant par terre les vêtements pour les mettre sécher. « Alzire, éponge un peu, hein ?» Mais un tapage, de l'autre côté du mur, lui coupa la parole. C'étaient des jurons d'hommes, des pleurs de femmes, tout un piétinement de bataille avec des coups sourds qui sonnaient comme des heurts de courges vides. La Levaque reçoit sa danse, constata paisiblement Maheu en train de racler le fond de sa jatte avec la cuillère. C'est drôle, Bouteloup prétendait que la soupe était prête. Ah oui, prête, dit la Maheude. J'ai vu les légumes sur la table, pas même épluchés. Les cris redoublaient, il y eut une poussée terrible qui ébranla le mur, puis un grand silence tomba.
Alors, le mineur, en avalant une dernière cuillerée, conclut d'un air de calme justice. « Si la soupe n'est pas prête, ça se comprend. » Et, après avoir bu un plein verre d'eau, il attaqua le fromage de cochon. Il en coupait des morceaux carrés, qu'il piquait de la pointe de son couteau et qu'il mangeait sur son pain, sans fourchette. On ne parlait pas quand le père mangeait. Lui-même avait la faim silencieuse. Il ne reconnaissait point la charcuterie habituelle de Maigrat. Ça devait venir d'ailleurs. Pourtant, il n'adressait aucune question à sa femme. Il demanda seulement si le vieux dormait toujours là-haut. Non, le grand-père était déjà sorti pour son tour de promenade accoutumé. Et le silence recommença. Mais l'odeur de la viande avait fait lever les têtes de Lénore et d'Henri qui s'amusaient par terre à dessiner des ruisseaux avec l'eau répandue. Tous deux vinrent se planter près du père, le petit en avant. Leurs yeux suivaient chaque morceau, le regardaient plein d'espoir partir de l'assiette et le voyaient d'un air consterné s'engouffrer dans la bouche. À la longue, le père remarqua le désir gourmand qui les pâlissait et leur mouillait les lèvres. « Est-ce que les enfants en ont eu ?» demanda-t-il. Et, comme sa femme hésitait, « Tu sais, je n'aime pas ces injustices. Ça m'ôte l'appétit, quand ils sont là, autour de moi, à mendier un morceau. »« Mais oui, ils en ont eu !» s'écria-t-elle en colère. « Ah bien, si tu les écoutes, tu peux leur donner ta part et celle des autres. Ils s'empliront jusqu'à crever. » « N'est-ce pas, Alzire, que nous avons tous mangé du fromage ?»« Bien sûr, maman, » répondit la petite bossue qui, dans ces circonstances-là, mentait avec un aplomb de grande personne. Lénore et Henri restaient immobiles de saisissement, révoltés d'une pareille menterie, eux, qu'on fouettait s'ils ne disaient pas la vérité. Leur petit cœur se gonflait, et ils avaient une grosse envie de protester, de dire qu'ils n'étaient pas là, eux, lorsque les autres en avaient mangé. « Allez-vous-en donc, » répétait la mère, en les chassant à l'autre bout de la salle. « Vous devriez rougir d'être toujours dans l'assiette de votre père. Et s'il était le seul à en avoir, est-ce qu'il ne travaille pas, lui? Tandis que vous autres, tas de vauriens, vous ne savez encore que dépenser. Ah oui, et plus que vous n'êtes gros. » Maheu les rappela. Il assit Lénore sur sa cuisse gauche, Henri sur sa cuisse droite. Puis il acheva le fromage de cochon en faisant la dînette avec eux. Chacun sa part, il leur coupait des petits morceaux. Les enfants, ravis, dévoraient. Quand il eut fini, il dit à sa femme : « Non, ne me sers pas mon café. Je vais me laver d'abord, et donne-moi un coup de main pour jeter cette eau sale. » Ils empoignèrent les anses du baquet et ils le vidaient dans le ruisseau, devant la porte, lorsque Jeanlin descendit avec des vêtements secs, une culotte et une blouse de laine trop grande, las de déteindre sur le dos de son frère. En le voyant filer sournoisement par la porte ouverte, sa mère l'arrêta. « Où vas-tu ? »« Là. »« Où, là ? Écoute, tu vas aller cueillir une salade de pissenlit pour ce soir. Hein, tu m'entends ? Si tu ne rapportes pas une salade, tu auras affaire à moi. »« Bon, bon. » Jeanlin partit, les mains dans les poches, traînant ses sabots, roulant ses reins maigres d'avorton de 10 ans, comme un vieux mineur. À son tour, Zacharie descendait, plus soigné, le torse pris dans un tricot de laine noire à raies bleues. Son père lui cria de ne pas rentrer tard, et il sortit en hochant la tête, la pipe aux dents, sans répondre. De nouveau, le baquet était plein d'eau tiède. Maheu, lentement, enlevait déjà sa veste. Sur un coup d'œil, Alzire emmena Lénore et Henri jouer dehors. Le père n'aimait pas se laver en famille, comme cela se pratiquait dans beaucoup d'autres maisons du Coron. Du reste, il ne blâmait personne, il disait simplement que c'était bon pour les enfants de barboter ensemble. « Que fais-tu donc là-haut » cria la Maheude à travers l'escalier. « Je raccommode ma robe que j'ai déchirée hier, répondit Catherine. « C'est bien, ne descends pas, ton père se lave. » Alors Maheu et la Maheude restèrent seuls. Celle-ci s'était décidée à poser sur une chaise Estelle
qui, par miracle, se trouvant bien près du feu, ne hurlait pas et tournait vers ses parents des yeux vagues de petit être sans pensée. Lui, tout nu, accroupi devant le baquet, y avait d'abord plongé sa tête, frotté de ce savon noir dont l'usage séculaire décolore et jaunit les cheveux de la race. Ensuite, il entra dans l'eau, s'enduisit la poitrine, le ventre, les bras, les cuisses, se les racla énergiquement des 2 poings. Debout, sa femme le regardait. « Dis donc, commença-t-elle, j'ai vu ton œil quand tu es arrivé. Tu te tourmentais, hein? Ça t'a déridé, ces provisions. Imagine-toi que les bourgeois de la Piolaine ne m'ont pas fichu un sou. Oh, ils sont aimables, ils ont habillé les petits. Et j'avais honte de les supplier, car ça me reste en travers quand je demande. » Elle s'interrompit un instant pour caler Estelle sur la chaise, crainte d'une culbute. Le père continuait à s'user la peau, sans hâter d'une question cette histoire qui l'intéressait, attendant patiemment de comprendre. « Faut te dire que Maigrat m'avait refusé. Oh, raide, comme on flanque un chien dehors. Tu vois, si j'étais à la noce. Ça tient chaud, des vêtements de laine, mais ça ne vous met rien dans le ventre, pas vrai ?» Il leva la tête, toujours muet. « Rien à la Piolaine? Rien chez Maigrat? Alors, quoi ?» Mais, comme à l'ordinaire, elle venait de retrousser ses manches pour lui laver le dos et les parties qui lui étaient mal commodes d'atteindre. D'ailleurs, il aimait qu'elle le savonnât, qu'elle le frottât partout, à se casser les poignets. Elle prit du savon, elle lui laboura les épaules, tandis qu'il se raidissait afin de tenir le coup. « Donc, je suis retournée chez Maigrat. Je lui en ai dit, je lui en ai dit. Et qu'il ne fallait pas avoir de cœur, et qu'il lui arriverait du mal s'il y avait une justice. Ça l'ennuyait, il tournait les yeux, il aurait bien voulu filer. » Du dos, elle était descendue aux fesses, et, lancée, elle poussait ailleurs, dans les plis, ne laissant pas une place du corps sans y passer, le faisant reluire comme ses 3 casseroles, les samedis de grand nettoyage. Seulement, elle suait à ce terrible va-et-vient des bras, toute secouée elle-même, si essoufflée que ses paroles s'étranglaient. « Enfin, il m'a appelé vieux crampon. Nous aurons du pain jusqu'à samedi, et le plus beau, c'est qu'il m'a prêté 100 sous. J'ai encore pris chez lui le beurre, le café, la chicorée. J'allais même prendre la charcuterie et les pommes de terre quand j'ai vu qu'il grognait. 7 sous de fromage de cochon, 18 sous de pommes de terre. Il me reste 3 francs 75 pour un ragoût et un pot-au-feu. Hein? Je crois que je n'ai pas perdu ma matinée. » Maintenant, elle l'essuyait, le tamponnait avec un torchon aux endroits où ça ne voulait pas sécher. Lui, heureux, sans songer au lendemain de la dette, éclatait d'un gros rire et l'empoignait à plein bras. « Laisse donc, bête, tu es trempée, tu me mouilles. Seulement, je crains que Maigrat n'ait des idées. » Elle allait parler de Catherine. Elle s'arrêta. À quoi bon inquiéter le père? Ça ferait des histoires à n'en plus finir. « Quelles idées ?» demanda-t-il. « Des idées de nous voler, donc. Faudra que Catherine épluche joliment la note. » Il l'empoigna de nouveau, et cette fois ne la lâcha plus. Toujours le bain finissait ainsi. Elle le ragaillardissait à le frotter si fort, puis à lui passer partout des linges qui lui chatouillaient les poils des bras et de la poitrine. D'ailleurs, c'était également chez les camarades du coron l'heure des bêtises, où l'on plantait plus d'enfants qu'on en voulait. La nuit, on avait sur le dos la famille. Il la poussait vers la table, goguenardant en brave homme qui jouit d'un seul bon moment de la journée, appelant ça « prendre son dessert », et un dessert qui ne coûtait rien. Elle, avec sa taille et sa gorge roulante, se débattait un peu pour rire. « Es-tu bête, mon Dieu, es-tu bête? Et Estelle qui nous regarde, attends que je lui tourne la tête. »« Ah, oui, à 3 mois, est-ce que ça comprend ?» Lorsqu'il se fut relevé, Maheu passa simplement une culotte sèche. Son plaisir, quand il était propre et qu'il avait rigolé avec sa femme, était de rester un moment le torse nu. Sur sa peau blanche,
d'une blancheur de fille anémique, les éraflures, les entailles du charbon laissaient des tatouages, des greffes, comme disent les mineurs. Et il s'en montrait fier. Il étalait ses gros bras, sa poitrine large, d'un luisant de marbre veiné de bleu. En été, tous les mineurs se mettaient ainsi sur les portes. Il y alla même un instant, malgré le temps humide, cria un mot salé à un camarade, le poitrail également nu, au-delà des jardins. D'autres parurent, et les enfants, qui traînaient sur les trottoirs, levaient la tête, riaient, eux aussi, à la joie de toute cette chair lasse de travailleurs, mise au grand air. En buvant son café, sans passer encore une chemise, Maheu conta à sa femme la colère de l'ingénieur pour le boisage. Il était calmé, détendu, et il écouta avec un hochement d'approbation les sages conseils de la Maheude, qui montrait un grand bon sens dans ces affaires-là. Toujours elle lui répétait qu'on ne gagnait rien à se buter contre la compagnie. Elle lui parla ensuite de la visite de madame Hennebeau. Sans le dire, tous deux en étaient fiers. « Est-ce qu'on peut descendre ?» demanda Catherine du haut de l'escalier. « Oui, oui, ton père se sèche. » La jeune fille avait sa robe des dimanches, une vieille robe de popeline gros bleu, pâlie et usée déjà dans les plis. Elle était coiffée d'un bonnet de tulle noir, tout simple. « Tiens, tu t'es habillée ? Où vas-tu donc ? » « Je vais à Montsou acheter un ruban pour mon bonnet. J'ai retiré le vieux, il était trop sale. »« Tu as donc de l'argent, toi ? » ?»« Non, c'est Mouquette qui a promis de me prêter 10 sous. » La mère la laissa partir. Mais, à la porte, elle la rappela. « Écoute, ne va pas l'acheter chez Maigrat, ton ruban. Il te volerait, et il croirait que nous roulons sur l'or. » Le père, qui s'était accroupi devant le feu, pour sécher plus vite sa nuque et ses aisselles, se contenta d'ajouter. « Tâche de ne pas traîner la nuit sur les routes. » Maheu, l'après-midi, travailla dans son jardin. Déjà, il y avait semé des pommes de terre, des haricots, des pois, et il tenait en jauge, depuis la veille, du plant de choux et de laitue, qu'il se mit à repiquer. Ce coin de jardin les fournissait de légumes, sauf de pommes de terre, dont il n'avait jamais assez. Du reste, lui s'entendait très bien à la culture, et obtenait même des artichauts, ce qui était traité de pose par les voisins. Comme il préparait sa planche, Levaque, justement, vint fumer une pipe dans son carré à lui, en regardant des romaines que Bouteloup avait plantées le matin. Car, sans le courage du logeur à bêcher, il n'aurait guère poussé là que des orties. Et la conversation s'engagea par-dessus le treillage. Levaque, délassé et excité d'avoir tapé sur sa femme, tâcha vainement d'entraîner Maheu chez Rasseneur. « Voyons, est-ce qu'une chope l'effrayait ? On ferait une partie de quilles, on flânerait un instant avec les camarades, puis on rentrerait dîner. C'était la vie, après la sortie de la fosse. Sans doute, il n'y avait pas de mal à cela. Mais Maheu s'entêtait. S'il ne repiquait pas ses laitues, elles seraient fanées le lendemain. Au fond, il refusait par sagesse, ne voulant point demander un liard à sa femme sur le reste des 100 sous. 5 heures sonnaient, lorsque la Pierronne vint savoir si c'était avec Jeanlin que sa Lydie avait filé. Levaque répondit que ça devait être quelque chose comme ça, car Bébert, lui aussi, avait disparu. Et ces galopins gourgandinaient toujours ensemble. Quand Maheu les eut tranquillisés en parlant de la salade de pissenlit, lui et le camarade se mirent à attaquer la jeune femme avec une crudité de bon diable. Elle s'en fâchait, mais ne s'en allait pas, chatouillée au fond par les gros mots qui la faisaient crier, les mains au ventre. Il arriva à son secours une femme maigre dont la colère bégayante ressemblait à un gloussement de poule. D'autres, au loin, sur les portes, s'effarouchaient de confiance. Maintenant, l'école était fermée, toute la marmaille traînait, c'était un grouillement de petits êtres piaulants, se roulant, se battant, tandis que les pères, qui n'étaient pas à l'estaminet, restaient par groupes de 3 ou 4, accroupis sur leurs talons comme au fond de la mine, fumant des pipes avec des paroles rares,
à l'abri d'un mur. La Pierronne partit furieuse lorsque Levaque voulut tâter si elle avait la cuisse ferme. Et il se décida lui-même à se rendre seul chez Rasseneur pendant que Maheu plantait toujours. Le jour baissa brusquement. La Maheude alluma la lampe, irritée de ce que ni la fille ni les garçons ne rentraient. Elle l'aurait parié. Jamais on ne parvenait à faire ensemble l'unique repas où l'on aurait pu être tous autour de la table. Puis, c'était la salade de pissenlit qu'elle attendait. Qu'est-ce qu'il pouvait cueillir à 7 heures, dans ce noir de four, le bougre d'enfant? Une salade accompagnerait si bien la ratatouille qu'elle laissait mijoter sur le feu, des pommes de terre, des poireaux, de l'oseille, fricassés avec de l'oignon frit. La maison entière le sentait, l'oignon frit, cette bonne odeur qui rend si vite et qui pénètre les briques des corons d'un empoisonnement tel qu'on les flaire de loin dans la campagne, à ce violent fumet de cuisine pauvre. Maheu, quand il quitta le jardin, à la nuit tombée, s'assoupit tout de suite sur une chaise, la tête contre la muraille. Dès qu'il s'asseyait, le soir, il dormait. Le coucou sonnait 7 heures. Henri et Lénore venaient de casser une assiette en s'obstinant à aider Alzire, qui mettait le couvert. Lorsque le père Bonnemort rentra le premier, pressé de dîner et de retourner à la fosse. Alors la Maheude réveilla Maheu. « Mangeons, tant pis. Ils sont assez grands pour retrouver la maison. L'embêtant, c'est la salade. » Chapitre 5. Chez Rasseneur, après avoir mangé une soupe, Étienne, remonté dans l'étroite chambre qu'il allait occuper sous le toit en face du Voreux, était tombé sur son lit, tout vêtu, assommé de fatigue. En 2 jours, il n'avait pas dormi 4 heures. Quand il s'éveilla, au crépuscule, il resta étourdi un instant, sans reconnaître le lieu où il se trouvait. Et il éprouvait un tel malaise, une telle pesanteur de tête, qu'il se mit péniblement debout, avec l'idée de prendre l'air avant de dîner et de se coucher pour la nuit. Dehors, le temps était de plus en plus doux, le ciel de suie se cuivrait, chargé d'une de ces longues pluies du nord dont on sentait l'approche dans la tiédeur humide de l'air. La nuit venait par grandes fumées, noyant les lointains perdus de la plaine. Sur cette mer immense de terre rougeâtre, le ciel bas semblait se fondre en noire poussière, sans un souffle de vent à 7 heures qui animât les ténèbres. C'était d'une tristesse blafarde et morte d'ensevelissement. Étienne marcha devant lui, au hasard, n'ayant d'autre but que de secouer sa fièvre. Lorsqu'il passa devant le Voreux, assombri déjà au fond de son trou, et dont pas une lanterne ne luisait encore, il s'arrêta un moment pour voir la sortie des ouvriers à la journée. Sans doute 6 heures sonnaient. Des moulineurs, des chargeurs à l'accrochage, des palefreniers s'en allaient par bandes, mêlés aux filles du criblage, vagues et rieuses dans l'ombre. D'abord, ce furent la Brûlé et son gendre Pierron. Elle le querellait parce qu'il ne l'avait pas soutenue dans une contestation avec un surveillant pour son compte de pierre. « Ah, sacré fiche, va ! S'il est permis d'être un homme et de s'aplatir comme ça devant un de ces salauds qui nous mangent. » Pierron la suivait paisiblement, sans répondre. Il finit par dire: « Fallait peut-être sauter sur le chef. Merci, pour avoir des ennuis. »« Tends le derrière, alors !» cria-t-elle. « Ah, nom de Dieu, si ma fille m'avait écoutée ! Ça ne suffit donc pas qu'il m'ait tué le père, tu voudrais peut-être que je dise merci. Non, vois-tu, j'aurai leur peau. » Les voix se perdirent. Étienne la regarda disparaître, avec son nez d'aigle, ses cheveux blancs envolés, ses longs bras maigres qui gesticulaient furieusement. Mais, derrière lui, la conversation de 2 jeunes gens lui fit prêter l'oreille. Il avait reconnu Zacharie, qui attendait là, et que son ami Mouquet venait d'aborder. « Arrives-tu » demanda celui-ci. « Nous mangeons une tartine, puis nous filons au volcan. »« Tout à l'heure, j'ai affaire. »« Quoi donc ?» Le moulineur se tourna et aperçut Philomène qui sortait du criblage. Il crut comprendre. « Ah bon, c'est ça. Alors je pars devant. »« Oui, je te rattraperai. » Mouquet, en s'en allant, se rencontra avec son père, le vieux Mouque,
qui sortait aussi du Voreux. Et les deux hommes se dirent simplement bonsoir. Le fils prit la grande route, tandis que le père filait le long du canal. Déjà, Zacharie poussait Philomène dans ce même chemin écarté, malgré sa résistance. Elle était pressée, une autre fois, et ils se disputaient, tous deux, en vieux ménage. Ça n'avait rien de drôle, de ne se voir que dehors, surtout l'hiver, lorsque la terre est mouillée et qu'on n'a pas les blés pour se coucher dedans. « Mais non, ce n'est pas ça, murmura-t-il impatienté. J'ai à te dire une chose. » Il la tenait à la taille, il l'emmenait doucement, puis, lorsqu'ils furent dans l'ombre du terri, il voulut savoir si elle avait de l'argent. « Pourquoi faire ?» demanda-t-elle. Lui, alors, s'embrouilla, parla d'une dette de 2 francs qui allait désespérer sa famille. « Tais-toi donc, j'ai vu Mouquet, tu vas encore au volcan, où il y a ces sales femmes de chanteuses. » Il se défendit, tapa sur sa poitrine, donna sa parole d'honneur, puis, comme elle haussait les épaules, il dit brusquement. « Viens avec nous, si ça t'amuse. Tu vois que tu ne me déranges pas. Pour ce que j'en veux faire, des chanteuses. Viens-tu » ? « Et le petit, répondit-elle. Est-ce qu'on peut remuer avec un enfant qui crie toujours ? Laisse-moi rentrer. Je parie qu'ils ne s'entendent plus à la maison. » Mais il la retint. Il la supplia. Voyons, c'était pour ne pas avoir l'air bête devant Mouquet auquel il avait promis. Un homme ne pouvait pas, tous les soirs, se coucher comme les poules. Vaincue, elle avait retroussé une basque de son caraco, elle coupait de l'ongle le fil et tirait des pièces de 10 sous d'un coin de la bordure. De crainte d'être volée par sa mère, elle cachait là le gain des heures qu'elle faisait en plus à la fosse. « J'en ai 5, tu vois, dit-elle. Je veux bien t'en donner 3. Seulement, il faut me jurer que tu vas décider ta mère à nous marier. En voilà assez de cette vie en l'air. Avec ça, maman me reproche toutes les bouchées que je mange. Jure, jure d'abord. » Elle parlait de sa voix molle de grande fille maladive, sans passion, simplement lasse de son existence. Lui jura, cria que c'était une chose promise, sacrée. Puis, lorsqu'il tint les 3 pièces, il la baisa, la chatouilla, la fit rire, et il aurait poussé les choses jusqu'au bout, dans ce coin du terri qui était la chambre d'hiver de leur vieux ménage, si elle n'avait répété que non, que ça ne lui causerait aucun plaisir. Elle retourna au coron toute seule, pendant qu'il coupait à travers champs, pour rejoindre son camarade. Étienne, machinalement, les avait suivis de loin, sans comprendre, croyant à un simple rendez-vous. Les filles étaient précoces, aux fosses, et il se rappelait les ouvrières de l'île qui l'attendaient derrière les fabriques, ces bandes de filles gâtées dès 14 ans, dans les abandons de la misère. Mais une autre rencontre le surprit davantage. Il s'arrêta. C'était, en bas du terri, dans un creux où de grosses pierres avaient glissé, le petit Jeanlin qui rabrouait violemment Lydie et Bébert, assis l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. « Hein ? Vous dites ? Je vais ajouter une gifle à chacun, moi, si vous réclamez. Qui est-ce qui a eu l'idée ? Voyons. » En effet, Jeanlin avait eu une idée. Après s'être pendant 1 heure le long du canal roulé dans les prés en cueillant des pissenlits avec les 2 autres, il venait de songer, devant le tas de salade, qu'on ne mangerait jamais tout ça chez lui. Et, au lieu de rentrer au coron, il était allé à Montsou, gardant Bébert pour faire le guet, poussant Lydie à sonner chez les bourgeois, où elle offrait les pissenlits. Il disait, expérimenté déjà, que les filles vendaient ce qu'elles voulaient. Dans l'ardeur du négoce, le tas entier y avait passé, mais la gamine avait fait 11 sous, et maintenant, les mains nettes, tous 3 partageaient le gain. « C'est injuste, déclara Bébert. Faut diviser en 3. Si tu gardes 7 sous, nous n'en aurons plus que 2 chacun. » « De quoi, injuste ? Répliqua Jeanlin, furieux. J'en ai cueilli davantage, d'abord. L'autre, d'ordinaire, se soumettait, avec une admiration craintive, une crédulité qui le rendait continuellement victime. Plus âgé et plus fort, il se laissait même gifler,
Mais cette fois, l'idée de tout cet argent l'excitait à la résistance. « N'est-ce pas, Lydie, il nous vole. S'il ne partage pas, nous le dirons à sa mère. » Du coup, Jeanlin lui mit le poing sous le nez. « Répète un peu. C'est moi qui irai dire chez vous que vous avez vendu la salade à maman. Et puis, bougre de bête, est-ce que je puis diviser 11 sous en 3 ? Essaye pour voir, toi qui es malin. Voilà, chacun vos 2 sous. Dépêchez-vous de les prendre, ou je les recolle dans ma poche. » Dompté, Bébert accepta les 2 sous. Et Lydie, tremblante, n'avait rien dit, car elle éprouvait, devant Jeanlin, une peur et une tendresse de petite femme battue. Comme il lui tendait les 2 sous, elle avança la main avec un rire soumis. Mais il se ravisa brusquement. « Hein ? Qu'est-ce que tu vas fiche de tout ça ? Ta mère te le chipera, bien sûr, si tu ne sais pas le cacher. Vaut mieux que je te le garde. Quand tu auras besoin d'argent, tu m'en demanderas. » Et les 9 sous disparurent. Pour lui fermer la bouche, il l'avait empoignée en riant. Il se roulait avec elle sur le terri. C'était sa petite femme. Ils essayaient ensemble, dans les coins noirs, l'amour qu'ils entendaient et qu'ils voyaient chez eux, derrière les cloisons, par les fentes des portes. Ils savaient tout, mais ils ne pouvaient guère, trop jeunes, tâtonnant, jouant pendant des heures à des jeux de petits chiens vicieux. Lui appelait ça faire papa et maman, et quand il l'emmenait, elle galopait, elle se laissait prendre avec le tremblement délicieux de l'instinct, souvent fâchée, mais cédant toujours dans l'attente de quelque chose qui ne venait point. Comme Bébert n'était pas admis à ces parties-là, et qu'il recevait une bourrade dès qu'il voulait tâter de Lydie, il restait gêné, travaillé de colère et de malaise, quand les 2 autres s'amusaient, ce dont il ne se gênait nullement en sa présence. Aussi n'avait-il qu'une idée, les effrayer, les déranger en leur criant qu'on les voyait. « C'est foutu, v'là un homme qui regarde !» Cette fois, il ne mentait pas, c'était Étienne qui se décidait à continuer son chemin. Les enfants bondirent, se sauvèrent, et il passa, tournant le terri, suivant le canal, amusé de la belle peur de ces polissons. Sans doute, c'était trop tôt à leur âge. Mais quoi ? Ils en voyaient tant, ils en entendaient de si raides, qu'il aurait fallu les attacher pour les tenir. Au fond, cependant, Étienne devenait triste. 100 pas plus loin, il tomba encore sur des couples. Il arrivait à Réquillart, et là, autour de la vieille fosse en ruine, toutes les filles de Montsou rôdaient avec leurs amoureux. C'était le rendez-vous commun, le coin écarté et désert, où les herscheuses venaient faire leur premier enfant, quand elles n'osaient se risquer sur le carin. Les palissades rompues ouvraient à chacun l'ancien carreau, changé en un terrain vague, obstrué par les débris de 2 hangars qui s'étaient écroulés et par les carcasses des grands chevalets restés debout. Des berlines hors d'usage traînaient, d'anciens bois à moitié pourris entassaient des meules, tandis qu'une végétation drue reconquérait ce coin de terre, s'étalait en herbe épaisse, jaillissait en jeunes arbres déjà forts. Aussi, chaque fille s'y trouvait-elle chez elle. Il y avait des trous perdus pour toutes, les galants les culbutaient sur les poutres, derrière les bois, dans les berlines. On se logeait quand même, coudes à coudes, sans s'occuper des voisins. Et il semblait que ce fût, autour de la machine éteinte, près de ce puits las de dégorger de la houille, une revanche de la création, le libre amour qui, sous le coup de fouet de l'instinct, plantait des enfants dans les ventres de ces filles, à peine femmes. Pourtant, un gardien habitait là, le vieux Mouque, auquel la compagnie abandonnait, presque sous le beffroi détruit, 2 pièces que la chute attendue des dernières charpentes menaçait d'un continuel écrasement. Il avait même dû étayer une partie du plafond, et il y vivait très bien, en famille, lui et Mouquet dans une chambre, la Mouquette dans l'autre. Comme les fenêtres n'avaient plus une seule vitre, il s'était décidé à les boucher en clouant des planches. On ne voyait pas clair, mais il faisait chaud. Du reste, ce gardien ne gardait rien, allait soigner ses chevaux au Voreux, ne s'occupait jamais des ruines de Réquillart,
dont on conservait seulement le puits pour servir de cheminée à un foyer qui aérait la fosse voisine. Et c'était ainsi que le père Mouque achevait de vieillir au milieu des amours. Dès 10 ans, la Mouquette avait fait la culbute dans tous les coins des décombres, non en galopine effarouchée et encore verte comme Lydie, mais en fille déjà grasse, bonne pour des garçons barbus. Le père n'avait rien à dire, car elle se montrait respectueuse, jamais elle n'introduisait un galant chez lui. Puis, il était habitué à ces accidents-là. Quand il se rendait au Voreux ou qu'il en revenait, chaque fois qu'il sortait de son trou, il ne pouvait risquer un pied sans le mettre sur un couple dans l'herbe. Et c'était pis s'il voulait ramasser du bois pour sa soupe ou chercher des gletterons pour son lapin, à l'autre bout du clos. Alors il voyait se lever, un à un, l'aîné gourmand de toutes les filles de Montsou, tandis qu'il devait se méfier de ne pas buter contre les jambes tendues au ras des sentiers. D'ailleurs, peu à peu, ces rencontres-là n'avaient plus dérangé personne. Ni lui qui veillait simplement à ne pas tomber, ni les filles qui laissaient achever leur affaire, s'éloignant à petits pas discrets, en brave homme paisible devant les choses de la nature. Seulement, de même qu'elle le connaissait à cette heure, lui avait également fini par les connaître, ainsi que l'on connaît l'épi polissonne qui se débauche dans les poiriers des jardins. Ah, cette jeunesse! Comme elle en prenait, comme elle se bourrait! Parfois, il hochait le menton avec des regrets silencieux, en se détournant des gaillardes bruyantes, soufflant trop haut au fond des ténèbres. Une seule chose lui causait de l'humeur. 2 amoureux avaient pris la mauvaise habitude de s'embrasser contre le mur de sa chambre. Ce n'était pas que ça l'empêchât de dormir, mais il poussait si fort qu'à la longue, il dégradait le mur. Chaque soir, le vieux Mouque recevait la visite de son ami, le père Bonnemort, qui, régulièrement, avant son dîner, faisait la même promenade. Les 2 anciens ne se parlaient guère, échangeaient à peine 10 paroles pendant la demi-heure qu'ils passaient ensemble. Mais cela les égayait d'être ainsi, de songer à de vieilles choses qu'ils remâchaient en commun sans avoir besoin d'en causer. À Réquillart, ils s'asseyaient sur une poutre, côte à côte, lâchaient un mot qui partait pour leur rêvasserie, le nez vers la terre. Sans doute, ils redevenaient jeunes. Autour d'eux, des galants troussaient leurs amoureuses. Des baisers et des rires chuchotaient. Une odeur chaude de filles montait dans la fraîcheur des herbes écrasées. C'était déjà derrière la fosse, 43 ans plus tôt, que le père Bonnemort avait pris sa femme, une herscheuse si chétive qu'il la posait sur une berline pour l'embrasser à l'aise. Ah, il y avait beau temps. Et les 2 vieux, branlant la tête, se quittaient enfin, souvent même sans se dire bonsoir. Ce soir-là, toutefois, comme Étienne arrivait, le père Bonnemort, qui se levait de la poutre pour retourner au coron, disait à Mouque : « Bonne nuit, vieux. Dis donc, tu as connu la roussie ?» Mouque resta un instant muet, dodelina des épaules, puis, en rentrant dans sa maison, « bonne nuit, vieux. » Étienne, à son tour, vint s'asseoir sur la poutre. Sa tristesse augmentait, sans qu'il sût pourquoi. Le vieil homme, dont il regardait disparaître le dos, lui rappelait son arrivée du matin, le flot de paroles que l'énervement du vent avait arraché à ce silencieux. Que de misère! Et toutes ces filles, éreintées de fatigue, qui étaient encore assez bêtes, le soir, pour fabriquer des petits, de la chair à travail et à souffrance. Jamais ça ne finirait, si elles s'emplissaient toujours de meurt de faim. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû plutôt se boucher le ventre, serrer les cuisses, ainsi qu'à l'approche du malheur ? Peut-être ne remuait-il confusément ses idées moroses que dans l'ennui d'être seul, lorsque les autres, à cette heure, s'en allaient 2 à 2 prendre du plaisir. Le temps mou l'étouffait un peu. Des gouttes de pluie, rares encore, tombaient sur ses mains fiévreuses. Oui, tout y passait. C'était plus fort que la raison. Justement, comme Étienne restait assis, immobile dans l'ombre, un couple qui descendait de Montsou le frôla sans le voir, en s'engageant dans le terrain vague de Réquillart.
La fille, une pucelle bien sûr, se débattait, résistait avec des supplications basses, chuchotées, tandis que le garçon, muet, la poussait quand même vers les ténèbres d'un coin de hangar, demeuré debout, sous lequel d'anciens cordages moisis s'entassaient. C'étaient Catherine et le grand Chaval. Mais Étienne ne les avait pas reconnus au passage, et il les suivait des yeux, il guettait la fin de l'histoire, pris d'une sensualité qui changeait le cours de ses réflexions. Pourquoi serait-il intervenu ? Lorsque les filles disent non, c'est qu'elles aiment à être bourrées d'abord. En quittant le coron des 240, Catherine était allée à Montsou par le pavé. Depuis l'âge de 10 ans, depuis qu'elle gagnait sa vie à la fosse, elle courait ainsi le pays toute seule, dans la complète liberté des familles de houilleurs. Et, si aucun homme ne l'avait eue, à 15 ans, c'était grâce à l'éveil tardif de sa puberté, dont elle attendait encore la crise. Quand elle fut devant les chantiers de la compagnie, elle traversa la rue et entra chez une blanchisseuse, où elle était certaine de trouver la Mouquette, car celle-ci vivait là, avec des femmes qui se payaient des tournées de café du matin au soir. Mais elle eut un chagrin. La Mouquette, précisément, avait régalé à son tour, si bien qu'elle ne put lui prêter les 10 sous promis. Pour la consoler, on lui offrit vainement un verre de café tout chaud. Elle ne voulut même pas que sa camarade empruntât à une autre femme. Une pensée d'économie lui était venue, une sorte de crainte superstitieuse, la certitude que, si elle l'achetait maintenant, ce ruban lui porterait malheur. Elle se hâta de reprendre le chemin du coron, et elle était aux dernières maisons de Montsou, lorsqu'un homme, sur la porte de l'estaminet Piquette, l'appela. « Hé, Catherine, où cours-tu si vite ?» C'était le grand Chaval. Elle fut contrariée, non qu'il lui déplut, mais parce qu'elle n'était pas en train de rire. « Entre donc boire quelque chose. Un petit verre de doux, veux-tu ?» Gentiment, elle refusa. La nuit allait tomber. On l'attendait chez elle. Lui s'était avancé, la suppliait à voix basse, au milieu de la rue. Son idée, depuis longtemps, était de la décider à monter dans la chambre qu'il occupait au premier étage de l'estaminet Piquette, une belle chambre qui avait un grand lit, pour un ménage. Il lui faisait donc peur, qu'elle refusait toujours. Elle, bonne fille, riait, disait qu'elle montrait la semaine où les enfants ne poussent pas. Puis, d'une chose à une autre, elle en arriva, sans savoir comment, à parler du ruban bleu qu'elle n'avait pu acheter. « Mais je vais t'en payer un, moi !» cria-t-il. Elle rougit, sentant qu'elle ferait bien de refuser encore, travailler au fond du gros désir d'avoir son ruban. Et l'idée d'un emprunt lui revint, elle finit par accepter, à la condition qu'elle lui rendrait ce qu'il dépenserait pour elle. Cela les fit plaisanter de nouveau. Il fut convenu que, si elle ne couchait pas avec lui, elle lui rendrait l'argent. Mais il y eut une autre difficulté, quand il parla d'aller chez Maigrat. « Non, pas chez Maigrat, maman me l'a défendu. »« Laisse donc, est-ce qu'on a besoin de dire où l'on va ? C'est lui qui tient les plus beaux rubans de Montsou. » Lorsque Maigrat vit entrer dans sa boutique le grand Chaval et Catherine, comme deux galants qui achètent leurs cadeaux de noces, il devint très rouge. Il montra ses pièces de ruban bleu avec la rage d'un homme dont on se moque. Puis, les jeunes gens servis, il se planta sur la porte pour les regarder s'éloigner dans le crépuscule. Et, comme sa femme venait d'une voix timide lui demander un renseignement, il tomba sur elle, l'injuria, cria qu'il ferait se repentir un jour le sale monde qui manquait de reconnaissance, lorsque tous auraient dû être par terre à lui lécher les pieds. Sur la route, le grand Chaval accompagnait Catherine. Il marchait près d'elle, les bras ballants. Seulement, il la poussait de la hanche. Il la conduisait sans en avoir l'air. Elle s'aperçut tout d'un coup qu'il lui avait fait quitter le pavé et qu'ils s'engageaient ensemble dans l'étroit chemin de Réquillart. Mais elle n'eut pas le temps de se fâcher. Déjà, il la tenait à la taille. Il l'étourdissait d'une caresse de mots continus. Était-elle bête d'avoir peur ? Est-ce qu'il voulait du mal à un petit mignon comme elle, aussi douce que de la soie, si tendre qu'il l'aurait mangée ? Et il lui soufflait derrière l'oreille, dans le cou, il lui faisait passer un frisson sur toute la peau du corps.
Elle, étouffée, ne trouvait rien à répondre. C'était vrai qu'il semblait l'aimer. Le samedi soir, après avoir éteint la chandelle, elle s'était justement demandé ce qu'il arriverait s'il la prenait ainsi. Puis, en s'endormant, elle avait rêvé qu'elle ne disait plus non, toute lâche de plaisir. Pourquoi donc, à la même idée aujourd'hui, éprouvait-elle une répugnance et comme un regret? Pendant qu'il lui chatouillait la nuque avec ses moustaches, si doucement qu'elle en fermait les yeux, l'ombre d'un autre homme, du garçon entrevu le matin, passait dans le noir de ses paupières closes. Brusquement, Catherine regarda autour d'elle. Chaval l'avait conduite dans les décombres du réquillart et elle eut un recul frissonnant devant les ténèbres du hangar effondré. « Oh non, murmura-t-elle, je t'en prie, laisse-moi. » La peur du mal l'affolait, cette peur qui raidit les muscles dans un instinct de défense, même lorsque les filles veulent bien et qu'elles sentent l'approche conquérante de l'homme. Sa virginité, qui n'avait rien à apprendre pourtant, s'épouvantait, comme à la menace d'un coup, d'une blessure dont elle redoutait la douleur encore inconnue. « Non, je ne veux pas. Je te dis que je suis trop jeune. Vrai, plus tard, quand je serai faite au moins. » Il grogna sourdement. « Bête, rien à craindre alors. Qu'est-ce que ça te fiche ?» Mais il ne parla pas davantage. Il l'avait empoignée solidement. Il la jetait sous le hangar, et elle tomba à la renverse sur les vieux cordages. Elle cessa de se défendre, subissant le mal avant l'âge, avec cette soumission héréditaire qui, dès l'enfance, culbutait en plein vent les filles de sa race. Ses bégaiements effrayés s'éteignirent. On n'entendit plus que le souffle ardent de l'homme. Étienne, cependant, avait écouté, sans bouger. Encore une qui faisait le saut. Et maintenant qu'il avait vu la comédie, il se leva, envahi d'un malaise, d'une sorte d'excitation jalouse où monta de la colère. Il ne se gênait plus, il enjambait les poutres, car ces deux-là étaient bien trop occupés à cette heure pour se déranger. Aussi fut-il surpris, lorsqu'il eut fait une centaine de pas sur la route, de voir, en se tournant, qu'ils étaient debout déjà et qu'ils paraissaient, comme lui, revenir vers le coron. L'homme avait repris la fille à la taille, la serrant d'un air de reconnaissance, lui parlant toujours dans le cou. Et c'était elle qui semblait pressée, qui voulait rentrer vite, l'air fâché surtout du retard. Alors Étienne fut tourmenté d'une envie, celle de voir leur figure. C'était imbécile. Il hâta le pas pour ne point y céder. Mais ses pieds se ralentissaient d'eux-mêmes. Il finit, au premier réverbère, par se cacher dans l'ombre. Une stupeur le cloua lorsqu'il reconnut au passage Catherine et le grand Chaval. Il hésitait d'abord. Était-ce bien elle, cette jeune fille en robe gros bleu, avec ce bonnet? Était-ce le galopin qu'il avait vu en culotte, la tête serrée dans le béguin de toile? Voilà pourquoi elle avait pu le frôler sans qu'il la devinât. Mais il ne doutait plus. Il venait de retrouver ses yeux, la limpidité verdâtre de cette eau de source, si claire et si profonde. Quel catin! Et il éprouvait un furieux besoin de se venger d'elle, sans motif, en la méprisant. D'ailleurs, ça ne lui allait pas d'être en fille. Elle était affreuse. Lentement, Catherine et Chaval étaient passés. Il ne se savait point guetter de la sorte. Lui la retenait pour la baiser derrière l'oreille, tandis qu'elle recommençait à s'attarder sous les caresses qui la faisaient rire. Resté en arrière, Étienne était bien obligé de les suivre, irrité de ce qu'ils barraient le chemin, assistant quand même à ces choses dont la vue l'exaspérait. C'était donc vrai, ce qu'elle lui avait juré le matin. Elle n'était encore la maîtresse de personne, et lui qui ne l'avait pas cru, qui s'était privé d'elle pour ne pas faire comme l'autre. Et lui qui venait de se la laisser prendre sous le nez, qui avait poussé la bêtise jusqu'à s'égayer salement à les voir. Cela le rendait fou. Il serrait les poings. Il aurait mangé cet homme, dans un de ses besoins de tuer où il voyait rouge. Pendant une demi-heure, la promenade dura. Lorsque Chaval et Catherine approchèrent du Voreux, ils ralentirent encore leur marche. Ils s'arrêtèrent 2 fois au bord du canal, 3 fois le long du terri, très gais maintenant, s'amusant à de petits jeux tendres.
Étienne devait s'arrêter lui aussi, faire les mêmes stations, de peur d'être aperçu. Il s'efforçait de n'avoir plus qu'un regret brutal. Ça lui apprendrait à ménager les filles, par bonne éducation. Puis, après le Voreux, libre enfin d'aller dîner chez Rasseneur, il continua de les suivre. Il les accompagna au coron, demeura là, debout dans l'ombre, pendant un quart d'heure, à attendre que Chaval laissât Catherine rentrer chez elle. Et, lorsqu'il fut bien sûr qu'ils n'étaient plus ensemble, il marcha de nouveau, il poussa très loin sur la route de Marchiennes, piétinant, ne songeant à rien, trop étouffé et trop triste pour s'enfermer dans une chambre. 1 heure plus tard seulement, vers 9 heures, Étienne retraversa le coron en se disant qu'il fallait manger et se coucher, s'il voulait être debout le matin à 4 heures. Le village dormait déjà, tout noir dans la nuit. Pas une lueur ne glissait des persiennes closes, les longues façades s'alignaient avec le sommeil pesant des casernes qui ronflent. Seul, un chat se sauva au travers des jardins vides. C'était la fin de la journée, l'écrasement des travailleurs tombant de la table au lit, assommés de fatigue et de nourriture. Chez Rasseneur, dans la salle éclairée, un machineur et 2 ouvriers du jour buvaient des chopes. Mais, avant de rentrer, Étienne s'arrêta, jeta un dernier regard aux ténèbres. Il retrouvait la même immensité noire que le matin, lorsqu'il était arrivé par le grand vent. Devant lui, le Voreux s'accroupissait de son air de bête mauvaise, vague, piqué de quelques lueurs de lanterne. Les 3 brasiers du terri brûlaient en l'air, pareils à des lunes sanglantes, détachant par instants les silhouettes démesurées du père Bonnemort et de son cheval jaune. Et, au-delà, dans la plaine rase, l'ombre avait tout submergé. Montsou, Marchiennes, la forêt de Vandame, la vaste mer de betteraves et de blé, où ne luisaient plus, comme des phares lointains, que les feux bleus des hauts fourneaux et les feux rouges des fours à coke. Peu à peu, la nuit se noyait, la pluie tombait maintenant, lente, continue, abîmant ce néant au fond de son ruissellement monotone, tandis qu'une seule voix s'entendait encore, la respiration grosse et lente de la machine d'épuisement qui, jour et nuit, soufflait.